tous. Je vois que vous êtes très très nombreux pour cette table ronde qui va parler de la flèche du temps. J'ai un panel d'invités remarquables autour de moi. Je pense qu'on va passer une heure formidable ensemble. Ça sera sans doute, même j'en suis sûre, trop court, mais c'est le jeu des utopiales. Donc je vais commencer par présenter très rapidement mes invités. À ma gauche, Marc Lachaise-Ray, astrophysicien, cosmologue, spécialiste de relativité générale, qui s'est évidemment très longuement intéressé au temps. Je citerai juste quelques titres: Au-delà de l'espace et du temps, voyager dans le temps. Étienne Klein, qu'on ne présente plus, mais qu'on va présenter quand même. Philosophe des sciences, physicien, très grand vulgarisateur. J'ai assisté à une conférence sur la flèche du temps, il y a quelques temps, qui m'avait émerveillée. Donc je pense que nous allons encore aller vers l'émerveillement. Le facteur temps ne sonne jamais deux fois, les tactiques de Chronos, et bien d'autres titres. Gilles Moutier, physico-chimiste, spécialiste des lasers, chef de programme à la direction de l'énergie nucléaire au CEA, et qui a un petit bout de lui-même, ou une extension de lui-même sur Mars, dans un petit robot appelé Curiosity. Et je pense que vous nous en parlerez un peu plus tard ce soir. Hein. Ça sera le sujet de la discussion vers 19h, je crois. Voilà, donc 19h ce soir, Curiosity Mars. Et enfin Claude Eken, notre auteur de science-fiction de cette table ronde, très grand auteur français qu'on aimerait bien lire plus souvent, qui vient de faire paraître aux éditions du Sonium un roman intitulé Les souterrains du temps, et qui a une culture de la science-fiction immense, et qui apportera l'éclairage science-fictionnel dans ce panel. Alors pour commencer cette discussion, où je vais essentiellement laisser mes invités rebondir les uns sur les autres, on parle beaucoup de flèche du temps, c'est une métaphore. Est-ce qu'on peut parler du temps autrement que par métaphore ? C'est difficile de donner une réponse concise, sans faire rire Étienne en tout cas, mais je pense que la réponse, je pencherai plutôt vers le non. Alors on en reparlera, il y a une autre table ronde qui s'appelle « Le temps est-il une illusion ?» mais c'est peut-être pas tout à fait le sujet ici. Je vais me placer du point de vue de la physique moderne, c'est-à-dire de la physique relativiste, telle que l'a énoncé Einstein. C'est une théorie de la relativité que vous connaissez tous très bien, bien entendu, mais qui correspondent effectivement à ce qu'on a pu expérimenter, observer dans le monde réel. Et en gros, ce que disent ces théories, c'est que plutôt que de parler du temps et de l'espace, il faut parler de l'espace-temps, qui est une entité un peu plus compliquée, dans laquelle il est difficile de découper, en tout cas d'une manière vraiment objective, l'espace et le temps. Donc on s'aperçoit que la notion de temps dans cette physique, à la limite, on peut dire qu'elle disparaît, mais en étant un petit peu moins péremptoire, on peut dire que le temps, c'est quelque chose qu'on reconstitue chacun de manière peut-être un peu différente dans l'espace-temps. Donc que chacun a un temps personnel et que cette notion de temps n'est pas vraiment définie globalement. Donc, quand on parle du temps, je ne dirais pas que c'est une métaphore, non. C'est quelque chose que nous ressentons, que nous mesurons, plus exactement, si on veut être rigoureux, je dirais que ce qu'on mesure, c'est des durées, et à partir de ces durées, en prenant une origine, par exemple, si je prends l'origine de ma naissance, je sais que depuis ma naissance se sont écoulées des durées, je ne vous dirai pas combien, mais à partir de ces durées, que j'ajoute à la date de ma naissance, je reconstitue un temps qui m'est personnel. Bon, chacun de nous peut faire la même chose, donc on a chacun une notion d'un temps qu'on appelle notre temps propre. Et ce qu'on appelle le temps en général, en enlevant l'adjectif propre, c'est l'idée que tous ces temps propres de chacun de nous, encore une fois, que l'on ressent, que l'on éprouve, que l'on peut mesurer avec notre montre, sont la manifestation d'un temps universel, comme disait Newton, puisque cette hypothèse, c'est une hypothèse, moi j'appelle ça l'Ansatz. Ansatz, ça veut dire hypothèse en allemand, parce que finalement c'est pas mal d'utiliser l'allemand quand on parle du temps, parce que ça donne moins des idées préconçues. Hein. Le langage est un grand ennemi quand on parle du temps, parce qu'il y a des notions comme celle de temps, justement, précisément, de chronologie, qui sont souvent mal définies et qui n'ont pas le même sens pour tout le monde. Donc je crois que ce qui est difficile, entre autres choses, lorsqu'on parle du temps, c'est de définir un langage.
et justement de ne pas se trouver dans la métaphore, parce que les métaphores, ce que je vais entendre par le temps n'est pas la même chose que ce que vous allez entendre ou quelqu'un d'autre. Donc attention, méfions-nous des métaphores, surtout quand on fait de la physique. Mais pour revenir à la question, donc le temps lui-même, c'est une reconstitution. Et ce que dit Newton quand il fonde sa physique au XVIIe siècle, à la fin du XVIIe siècle, c'est qu'il existe quelque chose qui s'appelle le temps universel, qui coule de la même manière pour tout le monde, et que finalement ce qu'on pourrait appeler nos temps personnels serait la manifestation de ce temps universel. Et ce temps universel, on peut se demander s'il a des propriétés, si par exemple il a une flèche du temps, ce dont on va parler tout à l'heure. Bon, le problème, c'est que ce que nous dit la théorie de la relativité, c'est que cette reconstitution, elle est en fait impossible. C'est-à-dire que dans certaines circonstances, lorsqu'on fait des mesures avec une grande précision, lorsqu'il y a des grandes vitesses en jeu, lorsqu'il y a des champs gravitationnels en jeu, cette reconstitution est impossible. C'est-à-dire qu'il est impossible de penser que notre temps personnel, mon temps personnel et le vôtre sont des manifestations d'un temps qui coulerait comme ceci. Donc ça veut dire que l'idée de flèche du temps, il va falloir un petit peu la modifier au minimum. Et à ce moment-là, est-ce qu'on va parler des flèches de nos temps personnels ou des flèches de quelque chose qui serait plus global, mais on ne peut pas parler du temps, on peut parler de l'espace-temps, et on va s'apercevoir que la question de la flèche du temps se transpose à la question de savoir est-ce qu'il y a une flèche dans l'espace-temps plutôt que dans le temps. Et donc, et le résultat dont on va peut-être s'apercevoir tout à l'heure, c'est que s'il y a une flèche du temps, il y a également une flèche de l'espace dont on ne parle pas souvent. On parle beaucoup de la flèche du temps, on ne parle pas de la flèche de l'espace. Et je crois qu'un des problèmes, c'est de comprendre pourquoi on parle beaucoup de la flèche du temps, et qui à mon avis, n'est pas une flèche du temps, on va y revenir, mais plutôt une flèche des phénomènes qui se déroulent dans le temps, et on parle très peu de la flèche de l'espace. Bonjour à toutes et à tous, c'est à moi, si tu comprends bien, c'est à moi. Donc, écoutez, le sujet, c'est la flèche du temps, donc en effet, c'est une métaphore. C'est une expression assez récente, hein. C'est un physicien britannique qui s'appelle Arthur Eddington qui a introduit cette expression flèche du temps dans un livre qu'il a écrit en 1929 qui s'appelle La nature du monde physique. Et cette flèche, elle était attribuée avant par la mythologie à Eros, le dieu de l'amour, qui est souvent dessiné comme un petit enfant fessu qui balance ses flèches dans les cœurs pour y distiller l'amour. Là, c'est autre chose. Et quand il parle de la flèche du temps, Eddington, je pourrais vous lire des extraits que j'ai dans mon téléphone, utilise des expressions langagières qui justement sont ambiguës. Et ce qu'il dit, d'abord, c'est que nous ne percevons pas le cours du temps. C'est-à-dire nous ne percevons pas le temps pur, nous ne percevons que ce qu'il appelle le devenir. Le devenir, c'est-à-dire le changement. Nous n'avons la sensation du temps que lorsque nous voyons autour de nous ou en nous des modifications qui nous en font prendre conscience. Et pour lui, l'univers est un système fermé, et donc il est soumis au second principe de la thermodynamique. Et ce qu'il prévoit, c'est que l'univers évolue sans cesse, jusqu'à ce qu'il atteigne un équilibre. Et il dit, lorsque l'univers est à l'équilibre, ou même lorsque n'importe quel système est à l'équilibre, eh bien, le temps perd sa flèche. C'est-à-dire, il n'y a plus de devenir, il n'y a plus de changement. Et donc il fait une distinction entre ce qu'on appelle le cours du temps et ce qu'on appelle la flèche du temps. La flèche du temps, comme l'a dit Marx, ce n'est pas une propriété du temps même, c'est une propriété des phénomènes. C'est-à-dire les phénomènes n'ont plus d'évolution, le système est à l'équilibre, et à la fin de son article, Eddington a une phrase ambiguë, il dit « Le temps a perdu sa flèche et il ne passe plus ». Alors si vous regardez les équations de la physique, quand le système est à l'équilibre, en effet, il n'y a plus de flèche du temps puisqu'il n'y a plus d'irréversibilité, mais le temps continue de passer. Et donc il fait comme si le temps, une fois que l'équilibre est atteint, se transformait en espace. Et alors Wittgenstein, il a vu l'ambiguïté, et aussitôt il a écrit un petit papier dans lequel il dit « Mais si on en croit Eddington, si nous marchions à reculons tous, alors le temps s'écoulerait dans l'autre sens. » Il dit non, si on marche à reculons, le temps s'écoule toujours dans le même sens, mais nous marchons à reculons. Ce n'est pas notre mouvement qui détermine le sens d'écoulement du temps. Et donc, si on regarde attentivement la physique, les équations, alors on voit que l'expression d'Eddington répond à un problème qui a tourmenté les gens dans la deuxième moitié du XXe siècle,
du 19e siècle, pardon, qu'on appelle le problème de la réversibilité de la mécanique. Ça vient de quoi? C'est-à-dire que si vous prenez une équation fondamentale de la physique, n'importe laquelle, vous changez t en moins t, c'est-à-dire que vous faites s'écouler le temps dans l'autre sens, eh bien, les équations ne sont pas modifiées. Autrement dit, ce que disent les équations de la physique, c'est que si un système peut aller de l'état A initial vers l'état B, son état final, il peut également aller, par les mêmes lois physiques, de l'état B vers l'état A. Ça veut dire que tous les phénomènes physiques, d'après ces équations, sont réversibles. Or, autour de nous, on ne voit que des phénomènes irréversibles. Si vous passez le film de vos vacances à l'envers, vous voyez tout de suite qu'il est à l'envers. Et donc, il y a une sorte de contradiction apparente entre la réversibilité des équations et les phénomènes qui sont irréversibles. Et ça a créé des controverses terribles au XIXe siècle, qui ont d'ailleurs indirectement abouti au suicide de Boltzmann en 1906, parce que lui disait non, on peut expliquer l'irréversibilité des phénomènes à partir d'équations réversibles, à condition de faire l'hypothèse que l'atome existe. Alors c'est une longue histoire, mais si vous voulez, en gros, si on en croit les équations de la physique, et là je parle de la physique ordinaire, c'est-à-dire je parle des équations qui sont utilisées dans les laboratoires aujourd'hui pour faire de la physique. Je ne parle pas des théories à l'ébauche sur la gravité quantique ou la théorie des supercordes qui pourrait peut-être changer la donne. Mais si vous prenez les théories opératoires, il y a une distinction nette entre le cours du temps et la flèche du temps. C'est-à-dire que le cours du temps, c'est simplement cette chose, c'est la flèche qu'on met sur l'axe des temps. Ça dit simplement que le cours du temps est irréversible. C'est-à-dire qu'un instant qui s'est déjà passé ne pourra pas réapparaître. Vous ne pourrez pas retrouver dans votre futur un instant que vous avez traversé dans votre passé. Ça, c'est le cours du temps. Et ce cours du temps, il est contraint par la causalité, etc. Et la flèche du temps, c'est autre chose. La flèche du temps, il faut expliquer comment des équations réversibles peuvent expliquer des phénomènes irréversibles. C'est-à-dire comment des lois physiques peuvent en fait dire le contraire de ce qu'on observe. Et ça, c'est un grand enjeu, ça a été un grand débat, la question de la flèche du temps. Et comme l'a dit Marc encore une fois, c'est pas une propriété du temps, c'est une propriété des phénomènes physiques. La flèche du temps, c'est simplement cette chose qui permet de comprendre pourquoi un système qui initialement est dans l'état A, puis va dans l'état B, pourquoi étant dans l'état B, il ne peut plus retourner dans l'état A. Quand vous mettez du lait dans le café, ça fait du café au lait. Et vous ne retrouverez jamais l'état initial. Alors que la physique vous dit, normalement, si en attendant un peu, ça pourrait revenir à l'état initial. Alors c'est un peu compliqué ce que je dis, mais il y a une métaphore, pour le coup, artistique qui permet de le comprendre. Vous connaissez peut-être l'œuvre d'un peintre polonais qui s'appelle Roman Opalka, qui est mort en 2011. Roman Opalka, jusqu'en 1965, faisait des tableaux très figuratifs. Et puis en 1965, il était à Varsovie, il avait un rendez-vous avec sa compagne, qui était en retard. Je précise pour les jeunes qui sont ici qu'en 1965, il n'y avait pas de téléphone portable. Donc elle était en retard, il s'inquiétait, il a senti ce qu'il appelle la compacité du temps, qui l'a angoissé. Et à partir de ce jour-là, tous les jours de sa vie, il a fait la même chose. C'est-à-dire qu'il a peint sur des toiles très grandes, sur un fond noir, la suite des nombres entiers, 1, 2, 3, etc. Chaque toile lui prenait plusieurs jours pour être exécutée. Et lorsqu'il avait terminé la toile, ou une toile, il se prenait en photo. Il se prenait en photo, toujours avec le même éclairage, le même appareil, la même chemise, la même position. Et il a donc produit une œuvre qu'il a occupée pendant 45 ans. Il est arrivé jusqu'à 4 millions à la fin. Et vous pouvez voir sur Internet, il a séparé graphiquement, artistiquement, on pourrait dire, le cours du temps et la flèche du temps. Le cours du temps, c'est finalement la suite des nombres entiers. Tous les nombres sont différents, mais chacun est construit de la même façon à partir du précédent. On ajoute 1. Donc ils ont tous la même nature, on pourrait dire. Ça, c'est le cours du temps. Il n'y a pas de nombres identiques, mais ils ont tous le même statut. De même que tous les instants ont le même statut. Et puis ces photos qui le montrent vieillissant, les cheveux qui blanchissent, etc. C'est la flèche du temps qui n'a rien à voir avec le temps même, mais à voir avec les processus qui se déroulent dans le temps. Et donc, pour moi, le cours du temps et la flèche de temps sont deux choses différentes. Le temps, ça n'est pas la même chose que le devenir. C'est pas la même chose que le changement. Quand plus rien ne change, le temps continue à passer. Et sinon, en effet, vous ne pouvez pas parler d'un temps universel, mais on peut tout à fait penser des temps propres qui sont liés aux observateurs sans avoir à les déduire d'un temps universel. Il est clair qu'il n'y a pas de temps universel.
La relativité l'a fait mourir dans d'atroces souffrances. Il n'y a pas de temps universel et absolu. Par contre, on peut tout à fait penser le temps comme étant un temps propre aux observateurs par définition. De même qu'on peut penser la notion de verticale sans qu'elle soit absolue ou universelle. Par exemple, à Nantes, il y a une verticale. On peut la définir. Ce n'est pas la même verticale qu'à Paris. Est-ce que le fait que ce ne soit pas la même verticale qu'à Paris interdise de penser l'idée de verticale? À mon avis, non.